L'infidélité, c'est un mot bien délicat. C'est peut-être pas bien, mais ça se fait. C'est qu'il y a peut-être aussi des raisons. Ça vient pas tout seul et ça vient des deux aussi. Quand une femme n'est pas en sécurité dans son couple, je les juge pas, mais en même temps je le cautionne pas. On va dire qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut, son corps y appartient. Ça montre soit l'amour, soit le respectueux envers une personne. Elle aime sa liberté. Je suis quelqu'un qui a besoin de... je peux pas l'enfermer. Est-ce que c'est pas parce que les hommes ont voulu garder le contrôle sur les femmes que finalement ce mot existe? Bienvenue dans L'Incartade, le podcast qui propose un nouveau regard sur l'infidélité féminine. Ce sujet concerne près de 40% des femmes en France et en Belgique, et pourtant il reste encore tabou. Ici, on ne juge pas, on explore, on questionne. Je m'appelle Céline, je suis coach et autrice. J'ai moi-même traversé une histoire qui a fait vaciller toute ma vie. De cette expérience est né ce podcast et un roman de fiction inspiré du réel qui aidera les femmes à sortir de la honte et à se sentir moins seules. Si cet épisode te parle, pense à t'abonner, à laisser un commentaire ou 5 étoiles. C'est ce qui permettra à d'autres femmes de comprendre que cette transgression peut parfois être un chemin d'émancipation. Bonjour à toi, chère auditrice, cher auditeur. Je n'ai pas été présente ici pendant un petit moment et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a des moments dans la vie où tu sens que tu ne peux plus continuer comme avant. Et bien moi, je ressens ça depuis un bon moment. Mais j'ai décidé d'ignorer les signaux parce que j'étais prise dans mes automatismes, dans mes schémas et surtout dans la peur. La peur de ne pas en faire assez, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être remarquée, de rater des opportunités, de me tromper de voie. Et ce qui est fou, c'est que c'est exactement le sujet dont parle mon livre. C'est comme si je l'avais écrit, bien sûr, pour toutes celles et ceux qui ne s'écoutent pas assez, mais que je l'avais écrit avant tout pour moi. Comme Juliette, mon héroïne, j'ai continué à avancer en fermant les yeux, jusqu'au moment où quelque chose en moi s'est fissuré et où tout retour en arrière était devenu impossible. Pour elle, ce qui s'est passé, c'est une rencontre à 3 mois de son mariage, et pour moi aujourd'hui, eh bien, ça passe par ma santé. Alors me revoilà dans cet espace inconfortable, celui où il faut désapprendre, changer, lâcher les anciennes stratégies, parce que tout ce que j'ai fait jusqu'ici pour performer ne fonctionne plus. Quelque chose de plus profond demande à être réajusté. Et donc, en ce moment, je suis obligée de ralentir, de m'arrêter même. Et c'est pour ça donc que je n'ai pas publié d'épisode ici depuis un petit moment. Mais c'est pas pour ça qu'il ne se passe rien. J'ai des épisodes enregistrés, des échanges forts, impactants, avec des femmes incroyables. Mais entre ce que me coûte en termes d'énergie et de temps, le montage, et aussi avec le respect des personnes qui se livrent et qui ont parfois aussi besoin de temps avant d'être prêtes à diffuser, eh bien voilà, je suis obligée de prendre le temps. Et je veux aussi apprendre à le faire en étant plus sereine. En attendant le prochain épisode qui, malgré tout ça, ne devrait plus tarder encore trop longtemps, eh bien je te laisse avec la rediffusion de mon passage sur Equinox et de mon échange avec Nathalie. On y parle du processus d'écriture, de ce qui m'a poussée à écrire ce livre. On parle des backstage, des petites anecdotes aussi derrière cette expérience. On aborde les injonctions qui nous enferment dans des rôles. Et Nathalie va aussi partager ce qu'elle a aimé du livre. Donc si cet épisode te parle, n'oublie pas que tu peux retrouver mon roman L'autre sur mon site, celinevantilio.com. Toutes les infos sont en description de ce podcast. Et voilà, je te souhaite une bonne écoute et à très bientôt dans l'Incartade.
c'est Nat avec vous pour une nouvelle édition de C'est ici que ça se passe. On va parler lecture. On va parler de ces lectures où il est impossible de décrocher parce que tourner les pages, savoir la suite, savourer l'histoire devient plus que viscéral. L'autre de Céline Van Tiglio fait partie de ces lectures, je peux le dire. Une écriture franche, sans détour, des personnages qui nous ressemblent, des situations de vie où l'on peut s'identifier. Bref, une lecture qui personnellement m'a beaucoup chamboulée. Alors, qui mieux que l'autrice pour en parler avec nous aujourd'hui. Bonjour Céline. Bonjour Nathalie. Tu vas bien ? Oui, très bien. Je suis super impressionnée, aussi super enthousiaste et heureuse de faire cette interview avec toi. Ah, écoute, moi je me régalais. Hein. J'étais en train de décompter quasi les semaines en me disant, parce que c'est vrai qu'on s'est vu pour l'anecdote fin de l'année. T'es venu dans les studios m'apporter ton bouquin. En me disant, je suis très fière, j'apporte mon bouquin, etc. Et j'en avais déjà quelques-uns à finir. Mais quand j'ai eu le tien dans les mains, je l'ai d'ailleurs toujours dans les studios ici, j'ai pas décroché. C'est addictif. L'autre, c'est vraiment, je crois que je l'ai fini en, maximum 4 jours, à quelques heures de lecture par jour, tellement c'était les pages, il faut qu'elles tournent, fallait que je sache, c'est un truc de fou. Et c'est vrai que tu as énormément de très bons retours par rapport à ce premier bouquin, mais avant de parler de tout ça, moi j'ai envie de savoir un petit peu qui tu es, ton parcours. Donc tu es coach, formatrice, autrice bien entendu. Quand est-ce que l'écriture est arrivée dans ta vie d'une façon très... alors je sais que c'est 8 ans quand même de gestation, on peut le dire, hein. C'est 8 ans de réflexion, mais donc ça veut dire que tu écris depuis très longtemps alors ? En fait, l'écriture, elle a toujours été présente dans ma vie. Je pense que depuis que j'ai eu un livre en main, depuis que je suis un enfant, ça a été pour moi quelque chose de vital, en fait, lire et écrire aussi. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours aimé écrire des petites histoires aussi, des pièces de théâtre, etc. Et puis à un moment donné, il a fallu, se lancer dans la vraie vie. Ouais. Et la croyance qui est véhiculée, dans ma famille, c'est l'art, c'est un hobby. Il faut un vrai travail, quoi. Ouais. Et donc, moi, je suis ingénieure de gestion de formation. J'ai fait HEC, donc j'ai choisi une voie qui était la voie, un peu plus familiale, où je pouvais recevoir des messages du style, en fait, toi, tu peux tout faire, donc tu dois choisir le plus difficile. Ah oui, ok. Puisque tu sais le faire, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça que je me suis engagée dans ces études-là et que j'ai eu une première vie professionnelle dans le monde de l'entreprise à Paris et dans des postes de marketing, de communication, dans l'industrie, même dans le spatial. Ah ouais. Et puis, au bout d'un moment, donc j'avais mis complètement de côté toute cette partie-là de moi, artistique, même le théâtre, etc. J'avais mis ça complètement de côté. J'étais vraiment comme le hamster dans sa roue. C'est ça, métro, boulot, dodo. Voilà, métro, boulot, dodo, métro, boulot, burn-out, comme je l'ai écrit sur la couverture du livre, et à cocher les cases de la vie, en fait. En mode, en fait, il y a une recette magique pour être heureuse, et moi, je suis en train de grimper cet escalier, et je vais y arriver, quoi. Et en fait, plus je grimpais les marches, et plus je m'éloignais aussi de moi-même, et je voyais bien que ça ne fonctionnait pas, mais je me disais, mais en fait, ça a l'air de fonctionner pour tout le monde. Évidemment, puisque moi j'étais dans cette filière où tous les autres qui étaient avec moi à l'université avaient des voies comme ça qui leur convenaient. Ouais, c'est ça. Et moi je me disais, mais pourquoi pour moi ça fonctionne pas, quoi. Et à un moment donné, dans ma vie, il y a eu ce qui se passe souvent pour les personnes qui vont à contresens d'elles-mêmes pendant trop longtemps, une grosse crise. Et c'est là où j'ai été obligée de me reconnecter à moi-même, d'aller voir au fond de moi cette petite voix qui était là, qui voulait s'exprimer depuis longtemps, de quoi elle avait besoin. Et c'était ça, quoi, parce que moi, je pense que c'est ma vocation de partager avec les autres mes ressentis, de chercher du sens dans l'existence. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer dans la voie de l'accompagnement, de la créativité. Et donc, ma vocation, c'est vraiment de remettre du sens et d'aider les personnes, mais aussi parfois les organisations, à remettre de l'harmonie là où il y a des conflits et du flou. Et ça se fait à travers la formation, le coaching et aussi la création de ces espaces artistiques comme le livre et le podcast, par exemple. Et depuis cette reconversion, tu te sens vachement plus épanouie, peut-être plus fatiguée, mais une fatigue naturelle et pas cette fatigue burn-out. Oui, exactement. En fait, ce que j'ai vécu dans ma première vie professionnelle, c'était vraiment une perte de sens. Donc, souvent, on l'appelle le bore-out ou le brown-out. C'est quand dans ta vie, il n'y a tellement pas de sens que tu déprimes, quoi. Et ça, je l'ai vu chez de nombreuses personnes. Et moi, j'ai commencé à chercher. Je voulais trouver des réponses. Comment j'en suis arrivée là et comment faire pour recommencer à vivre en accord avec moi-même.
Ça a été un chemin très long. Et comment tu as fait ? Tu as fait appel à des spécialistes. J'imagine que la lecture a beaucoup nourri aussi ce côté-là, parce qu'il y a énormément de belles lectures très positives. Ça a été quoi ton parcours pour te recentrer et retrouver du sens ? C'est vrai que déjà j'ai fait des thérapies, ça de toute façon. Ensuite, je me suis aussi formée au coaching. On en parlait juste avant, donc c'est super intéressant. Oui. J'ai trouvé dans le coaching quelques réponses en fait, quelques aides pour se reconnecter à moi. Mais j'ai très vite compris que ça suffisait pas à ramener du sens. Parce qu'au final, dans le coaching, on est très centré sur l'introspection. Mais moi, ce qui m'a amené du sens, c'est de me retourner vers l'extérieur et de me dire comment je peux contribuer dans ce monde, en fait. Et amener quelque chose, donc dans un engagement plus citoyen, dans l'art, c'est ça qui m'a ramené le plus de sens. Et alors, 8 ans de réflexion pour un bouquin. Qu'est-ce qui t'a... Justement, tu étais dans cette période trouble, j'imagine, donc il faut le temps que l'esprit, les émotions, le corps, tout ça redevienne un petit peu équilibré. Mais 8 ans, ça veut dire que tu as écrit l'histoire et puis elle est restée pendant 8 ans en réflexion, ou tu avais cette envie pendant 8 ans et puis l'écriture est arrivée rapidement. Ça s'est passé comment ? Oui, je pense que donc au début de cette période de 8 ans, je me suis vraiment reconnectée à l'écriture, donc j'ai commencé à écrire des articles de blog. Et en fait, je voyais que les personnes me disaient « Ah, mais c'est top ce que tu écris, ça me parle vraiment. » Et donc, ça m'a donné confiance pour écrire et partager. Puis, j'écrivais pour moi aussi, et puis parfois des petites idées d'histoire. Mais cette histoire-là, effectivement, elle est venue à mon esprit il y a 8 ans. Et je pense qu'il a fallu 5 ans pour que je m'accorde la légitimité d'écrire. Parce qu'en fait, moi, j'avais l'idée que ce que je pense n'a aucune importance. Et ça, on peut y revenir après aussi. Mais comment on en vient là, en tant que femme, à se dire que son avis n'a pas d'importance. Une idée nous vient en réunion, on la dit pas, parce qu'on se dit, c'est trop simple, ça doit pas être bon à dire. Et puis, quelqu'un d'autre après le dit, et on se dit, ah, mais oui, super idée. Enfin, je me dis, comment j'en suis arrivée là, à donner aucune légitimité à mes ressentis, à mes idées. Donc ça m'a pris 5 ans, en fait, pour me dire, j'ai le droit. Et je pense que j'attendais aussi, comme une bonne élève, en fait, qu'on me donne l'autorisation, qu'on me dise, c'est bien, que quelqu'un vienne et me dise, voilà, tu as le droit d'écrire, tu n'as pas fait d'études littéraires, tu es personne, en fait, mais voilà, tu as le droit. Et j'attendais ça. Et à un moment donné, pendant le Covid, j'avais réalisé une espèce de newsletter où sur 21 jours, tu avais une personne dans le milieu artistique qui partageait en fait certaines techniques de créativité. Et quelques mois plus tard, suite à ça, j'ai une personne qui me suivait sur Instagram qui m'a dit « Tu sais quoi, suite à ta newsletter sur le jour de l'écriture, j'ai écrit un livre. » Waouh. Et je me suis dit « Oh !» en fait, si cette personne le fait, pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? Et c'est suite à ça, ça a été le déclic où je me suis dit, ok, comment t'as fait ? Je me lance. Et j'ai commencé à me lancer en me mettant d'abord 2 heures par jour, 2 heures par semaine, pardon, pour écrire. Ouais. Et puis voilà, l'aventure continue et il faut faire tout un aménagement aussi de temps pour pouvoir se dédier à ce projet, quoi. Et ça a été un gros défi. C'est ça, parce que c'est de l'autoproduction aussi. Oui, donc toute la première phase, oui, c'est ça a été d'écrire le livre, évidemment. Ensuite, d'être relu par Héloïse Deyart, qui est ma coach en écriture. Salut. Voilà, je la remercie énormément. Dès que j'ai l'occasion, je la remercie, parce que ça a été une des premières personnes à me dire, en fait, ton propos, il a sa place, il a de l'importance. C'est important que tu le fasses. Et donc, je dis toujours, sans elle, peut-être que ce serait resté dans un tiroir. Et ensuite, donc, j'ai réécrit, j'ai été aussi relue par plein de femmes qui me donnaient à chaque fois leur avis. Et au fur et à mesure de tout ça, j'ai été corrigée par Marie Meurice, qui est ma correctrice. Et donc, je la salue aussi bien fort. Et j'ai été accompagnée dans ce processus d'auto-édition par Élodie Christophe, qui est aussi une autrice liégeoise, et que je remercie aussi énormément, parce que franchement, j'aurais jamais pensé que j'aurais été capable de faire tout ça. Pour moi, tout ce qui est... dans l'organisation, dans le concret, dans faire des choix, c'est super dur. Je suis quelqu'un d'extrêmement angoissé. Et du coup, cet accompagnement-là, ça m'a aidé. Et donc, je dis toujours, ce projet, c'est un projet de femmes, en fait. C'est ça. C'est un projet collectif de femmes. Et donc, je suis aussi super heureuse parce que donc j'ai fait HEC et tout. Donc, quand même, j'ai la vision économique des choses. Et je suis très fière que ça ait pu rémunérer aussi des femmes dans leur passion, dans un travail qu'elles font, une mission vraiment à cœur, quoi. Donc ça, c'est vraiment, si je dois être fière d'une chose par rapport au livre, c'est ça, c'est d'avoir fait travailler d'autres femmes
Et ça, voilà, c'est une fierté. Et donc, l'auto-édition, j'aurais jamais cru que j'en serais capable. Mais j'ai été encore une fois portée par toutes ces femmes-là, par les filles aussi qui ont fait l'illustration, enfin, Caroline Thomas, Amandine aussi qui a fait le graphisme. Donc voilà, c'est une équipe de dingue, on se rend pas compte. C'est génial. Voilà, c'est que c'était une bonne aventure, même si évidemment, moi j'ai envoyé mon manuscrit à toutes les maisons d'édition possibles et imaginables qui correspondaient à ma ligne éditoriale. Ouais. Et voilà, j'ai eu aucune réponse Mais favorable. non, mais c'est pas possible. Et c'est ce que tout le monde me dit. Hein. Je ne sais pas, moi, à mon avis, elles sont pas à l'écoute, mais vous ratez quand même quelque chose. Ça, c'est moi qui vous le dis. Alors, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle de ce fameux bouquin. L'autre, l'histoire de Juliette, qui habite à Paris, dans une entreprise avec un boss assez... Enfin, oui, très tyrannique, macho au possible. Elle vit avec, enfin, elle cohabite avec pas mal d'hommes dans le domaine, avec une collègue honnêtement haute en couleur, qui n'a pas sa langue en poche. Elle vit avec Diego. Ils sont ensemble depuis pas mal de temps. Et puis, elle va rencontrer, alors qu'il était quasi sous ses yeux, Alexis. Et là, tout va basculer. Et alors, tu viens de souligner quelque chose d'important, Céline, c'est parce que, on parle de l'infidélité féminine dans ce livre. Alors, c'est très résumé, là, je suis vraiment désolée, mais honnêtement, lisez-le, il est génialement écrit. Mais est-ce que ça t'a pas un petit peu fait peur, justement, qu'un environnement de femmes qui réalise tout ça, parce que parfois les femmes sont très critiques entre elles. Il y a beaucoup de femmes qui aiment parler sur le dos des autres, etc. Et d'être lues par des femmes travailler. Alors, Héloïse, elle est tellement bienveillante, et puis de toute façon, elles sont très proches, j'imagine. Mais t'as pas eu cette petite appréhension de te dire, c'est quand même une thématique qu'on n'aborde jamais. Comment les gens vont me percevoir? Comment ces femmes vont me percevoir? Il y a eu cette appréhension? Pas tellement l'appréhension, je vais dire, du point de vue des femmes. Parce qu'en fait, j'étais tellement... Ça, c'est une expérience. Moi, le fait de vivre, le fait de rencontrer quelqu'un d'autre alors que tu es en couple et que tu es convaincu d'aimer ton compagnon, moi, ça a fait s'écrouler ma vie, quoi. Et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte, d'après des chiffres que j'avais découverts via... alors, c'était quoi ? Via une application de rencontre pour femmes mariées dont j'ai oublié le nom. Et en fait, dont on voyait les affiches partout. Oui, voilà, à un moment c'est ça. donné. Je sais pas si j'ai le droit de citer le nom. On va taire l'application. Voilà. Mais c'est cette application-là, j'avais vu en fait qu'ils avaient fait une étude en collaboration avec un organisme en France de statistiques où il y a 40% des femmes qui déclarent avoir vécu ça. Ouais. Et donc, moi, en fait, je l'ai pris comme une mission personnelle d'en parler. Et oui, bien sûr, j'avais peur de ce qu'on allait penser de moi, évidemment. Mais en fait, la volonté et la conviction de devoir en parler, ça a pris le dessus sur tout. Malgré tout, je suis restée angoissée jusqu'au dernier moment, jusqu'à la publication le jour de lancement, où je disais encore à mon compagnon, en fait, on brûle tout. Vas-y, on l'a imprimé, mais on brûle tout. J'y arriverai pas. Donc, forcément, il y avait ce tiraillement intérieur entre la peur et la conviction de devoir y aller. Mais j'avais peut-être plus peur d'être jugée par les personnes qui me connaissent et par plutôt les hommes et la violence que ça pouvait engendrer, en fait. C'est ça. Et alors, Juliette, on peut le dire, c'est toi. Évidemment, le personnage principal, il est fort inspiré de mon vécu. Maintenant, ça reste une fiction, même si plein de personnes vont être déçues d'entendre ça, mais ça reste une fiction. Malgré tout, on se reconnaît dedans parce que c'est basé sur aussi les témoignages de plein d'autres femmes et sur des grandes caractéristiques de personnes que forcément on peut observer dans la vie et notamment tout ce que j'ai pu observer aussi dans le monde professionnel de par mon parcours qui m'a fait quand même évoluer dans différentes entreprises. Et donc là, l'environnement professionnel, pour moi, c'était super important d'en parler, de parler des violences qui sont faites aux femmes dans le monde professionnel. Et donc, j'ai construit tous ces personnages-là sur base, évidemment, d'expériences que j'ai pu vivre ou de comportements que j'ai pu observer, quoi. Ouais, parce que c'est dingue, je te le disais hors antenne. Moi, quand je lisais le bouquin, j'avais l'impression d'y être à ces soirées où les collègues se rencontrent, boivent des verres. Et finalement, c'est comme tu le disais, c'est le métro, boulot, beuverie, burn-out, dodo. Et tout le monde se donne rendez-vous le soir. C'est toujours les mêmes têtes qui reviennent finalement. Et alors, le fait que tu aies habité à Paris a facilité aussi la chose. Moi, je connais pas très bien Paris, mais j'avais l'impression de m'y promener, d'être là, de suivre le groupe. Et vraiment, c'est une lecture immersive. On peut vraiment le dire.
on se retrouve à côté de Juliette. Oui, je sais pas comment. C'est un peu un effet magique du livre. Moi, je dis que c'est un effet un peu magique qu'on a dans certains livres qui sont écrits par mission, quoi. Moi, c'est vraiment viscéral. Je devais raconter cette histoire. Et du coup, voilà, c'est un effet un peu magique que beaucoup de monde me décrivent. Enfin, il y a des personnes qui m'écrivent, qui me disent, mais je l'ai lu en 2 jours. Ouais. Enfin, je devais m'endormir, mais j'ai pas su. Enfin, voilà. Oui, on se reconnaît là. mais c'est clair, c'est vraiment le livre où on se dit, mais il va se passer quelque chose si je lis pas la page suivante. C'est vraiment c'est ce qui est attirant et c'est ce qui est plaisant dans ton écriture aussi, je trouve. C'est qu'il y a plein de personnages, ça bouge tout le temps. C'est très, c'est de l'action, c'est des réactions. Il y a pas un temps mort finalement. On est toujours dans le mon Dieu, c'est une nouvelle journée, mais il se passe plein de trucs. Et donc moi j'ai bien aimé cette dynamique. Et d'ailleurs j'invite tout le monde. Céline Van Tiglio, l'autre. On parlera tout à l'heure de comment se procurer son édition. Et de lire surtout et de commenter. C'est important aussi, alors pas que pour les gens qui sont en auto-édition, mais pour tout le monde d'avoir des retours des lecteurs, des lectrices. Toi, t'en as énormément, on en reparlera d'ici quelques instants. Mais à 11h23, on va faire une petite pause amour avec Love et surtout Jessica Winter. Surtout, ne bougez pas. On parle du bouquin de l'autrice liégeoise Céline Van Tiglio qui s'intitule L'autre. N'hésitez pas déjà, je sais que vous êtes curieux sur Equinox FM, allez sur les réseaux sociaux, allez voir un petit peu tout ça. Faites-vous votre propre idée et surtout, vous l'achetez, vous le lisez et vous savourez. Ça va toujours, Céline? Oui, ça va, merci beaucoup. Alors, on parle de ton bouquin intitulé L'autre, sorti en auto-édition. N'hésitez pas, vous, de l'autre côté de la radio, de vous le procurer, honnêtement. Je vous le dis, et c'est très honnête, moi, j'ai passé un très bon moment lecture. Si vous avez envie d'être dans une petite bulle comme ça et de, finalement, même inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, mais il y a une abstraction du monde en fait quand on lit ce bouquin. C'est assez dingue. J'ai vécu ça peu de fois et quand ça arrive, c'est toujours surprenant de se dire il me reste qu'un chapitre, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, c'est génialissime. Alors, tu décris très très bien, Céline, on l'a dit tout à l'heure, le côté métro, boulot, dodo, burn-out en plein milieu. Est-ce que tu penses, alors j'imagine que oui, qu'on est, nous, êtres humains, en mode automatique, que ce soit pour nos vies au travail et pour notre vie de couple aussi? Bah oui, on est beaucoup à être en mode automatique parce que on grandit, on se construit avec plein de il faut, je dois, on se construit aussi un rôle. Moi, je peux parler de mon expérience en tant que femme, c'est le rôle de la fille bien comme il faut, la fille parfaite, la fille qui réussit et tout. Et donc, on est là et on court après ça, on commence à obéir à ce que ce rôle nous impose et on est en mode automatique. Et dans le couple, on est souvent je dois faire plaisir. Notre éducation aussi, encore une fois, en tant que femme, on doit être dans le care, on doit prendre en charge les émotions de tout le monde. Et du coup, ça fait qu'on se perd quoi, dans ce rôle, dans ces injonctions. Et c'est peut-être de ça dont je voulais parler parce que je voulais partager la manière dont moi j'ai pris conscience de tout ça et où j'ai essayé un tout petit peu de m'en extirper et c'est pas facile parce que ça je voudrais bien aussi le dire, c'est que si on est dans ces rôles-là, c'est parce qu'ils nous offrent quelque chose, un confort, une sécurité et qu'en sortir, c'est faire face au jugement, potentiellement au rejet. Et on en a peur plus que de tout ça. Et donc, c'est ça qui nous fait rester dans ces rôles-là. Et alors, moi, j'ai une question très pratico-pratique parce que Juliette, elle va se marier à Diego. Et souvent, dans le bouquin, elle dit, c'est un peu l'injonction, comme tu viens de dire, que tout le monde attend. Un couple qui est ensemble depuis un moment, il faut qu'il se marie, sinon, ça n'a pas de sens. Mais par contre, tous ses collègues, ils sont célibataires. Et donc, je me dis, d'où lui vient, en fait, donc c'est vraiment de la famille que vient la pression, plutôt que des amis et des collègues, parce que eux, ils sont des bons gros fêtards célibataires. Mais elle a tout, et jusqu'au moment où elle va dire ou pas, là je ne dis rien, oui, dans sa tête, c'est le passage obligé. Et ça, je me suis demandé, mais finalement, d'où ça lui vient? C'est vrai que ça dépend des personnes, ça dépend des phases de vie. Je vais dire que dans son cas, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'elle venait d'un milieu aussi lié à la classe un peu qui fait HEC, qui veut réussir, qui veut cocher les cases, un modèle de parents aussi mariés, donc un poids comme ça un peu sociétal et familial que elle a intériorisé. Et aussi, il y a le fait qu'elle existe à travers les autres.
et que pour elle, pour exister, c'est être en couple. Et je pense que ça peut parler à plein de femmes, parce que il y a ça, il y a le côté, j'existe, peut-être un peu moins maintenant, parce qu'avec les dernières années, on s'est quand même beaucoup émancipé, etc. Mais les personnes de ma génération, donc moi j'ai 35 ans, dans la vingtaine, c'était, je dois être en couple, et sinon, quelle valeur j'ai en fait? Si je ne suis pas validée par un homme qui m'aime, qui suis-je? Est-ce que j'existe? Que faire de ma vie? Et donc ça, c'était aussi un truc que je voulais montrer dans le livre avec Juliette, c'est qu'elle n'est pas connectée à ses envies propres, à ses besoins et à son pouvoir d'action. En fait, elle est juste dépendante du regard. Et je voulais montrer aussi dans quelle mesure ça s'est construit par un système aussi patriarcal dans lequel on est éduqué. Ou en tout cas, dans lequel, de mon vécu, j'ai été éduquée, qui nous déconnecte de notre pouvoir. Qui fait qu'on doit prendre soin des autres, on doit être bien correct. Si on désire trop, c'est un problème, c'est qu'on est une fille facile, entre guillemets. Et donc voilà, plein de jugements qui font que les femmes, elles sont obligées à se mettre dans un rôle comme ça et à trouver leur identité à travers le regard qu'on pose sur elles. Et alors ça, j'ai trouvé aussi très bien décrit, c'est quand Juliette va se rendre compte que Alexis existe. Ça a l'air d'être un phénomène aussi, ça dit en passant. C'est comme une renaissance où elle va se poser des questions, où elle va commencer à chambouler un peu son propre monde, et ça va être un tourbillon, j'imagine pas facile. Et quelque chose que je trouve aussi d'important par rapport à sa relation avec Diego, et tu le soulignes très très bien, c'est la femme, j'ai l'impression que même s'il est infidèle, elle le vivra avec une passion et une émotion. Qu'un homme, ce sera plus « Oh oui, mais j'ai fait ça pour ça ». Est-ce que dans les témoignages que tu as reçus, c'est aussi quelque chose qui est constant? C'est que la femme, même si elle sait que oh, « Mon Dieu, j'ai mal agi » ou en tout cas comment mon couple va s'en sortir ou pas, c'est passionnel, il y a quelque chose de plus que juste un acte sexuel, pour le dire platement, que l'homme, ça va être, même en soirée, c'est juste une passade. Oui, voilà, et je pense que ça, en fait, c'est ce que je voulais montrer avec le livre. En fait, je voulais vraiment qu'on puisse voir l'infidélité féminine sous un autre angle. Ouais. Parce qu'au final, on le voit souvent, même comment est-ce que c'est représenté la fidélité féminine dans la culture, c'est, ce sont des femmes manipulatrices, vénales, ou alors, dépendantes, faciles, dépendantes du regard des autres et tout. Et donc, je voulais le montrer sous un autre angle, qui est, non, en fait, ça peut être un premier pas pour s'émanciper de toutes ces injonctions qui pèsent sur nous. Et donc, je me suis un peu éloignée de la réponse. Donc, par exemple, les témoignages que tu as eus, est-ce que ça s'est vécu profondément, cette infidélité? Exactement. Et donc, je trouve que, d'après mon expérience et aussi les partages que j'ai, c'est souvent vécu comme un éveil, comme le point de départ d'une réflexion, d'une introspection. Où en fait la vie vole un peu en éclats et où on est comme éveillé. Moi je dis souvent, quand ça m'est arrivé, en fait je voyais des nouvelles couleurs, j'avais vraiment l'impression d'avoir été un zombie pendant toute cette période de ma vie, alors qu'au final je vivais, j'aimais mon compagnon et j'avais vécu plein de choses, mais quand ça s'est produit, c'est comme si je respirais à nouveau, c'est comme si j'étais née. Oui, une renaissance. Voilà, et donc je pense que beaucoup de femmes, le vivent comme ça. Et alors, on n'a pas forcément les clés. Moi, j'avais pas les clés à ce moment-là pour comprendre, pour savoir pourquoi j'en étais arrivée là. Et tout le livre, c'était aussi pour ça, pour comprendre aussi moi-même les mécanismes qui avaient fait que j'en étais arrivée là. Alors que les hommes, ça va être plutôt lié au désir. Et voilà. Ils prennent plus par au-dessus de la jambe, c'est pas grave. Oui, puis même les jugements qu'on va pouvoir porter sur eux. Et ça les enferme aussi d'ailleurs, parce que j'ai des clients en coaching qui viennent et qui sont des hommes. Et en fait, là où ils sont aussi enfermés, c'est qu'on va dire mais ils sont comme ça. On va les juger comme ça, un peu de manière légère et futile. Mais en fait, eux aussi, des fois, ils vivent des constructions et donc ils n'ont pas non plus du coup les clés pour aller explorer plus loin. Donc, dans un sens comme dans l'autre, on est enfermé dans des jugements. Et moi, je voulais pouvoir aller plus loin, parce que je pense qu'on mérite aussi, les femmes méritent qu'on aille voir plus loin que simplement en disant des jugements et des banalités, comme j'ai pu entendre, et que plein de femmes entendent du style si tu fais ça, c'est que tu n'aimes plus ton conjoint, c'est juste de la passion, ça va passer, voilà, c'est ça. Ça va encore arriver, des trucs comme ça
qui n'aide pas du tout en fait. Et justement, cette phrase très importante, et on le voit parce que la RTBF s'est penchée sur le bouquin et sur la thématique, il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce qu'on a été infidèle une fois, on le sera toujours. T'en penses quoi de ça ? C'est quoi ton... C'est quelque chose que j'ai entendu vis-à-vis de moi et que on me pose souvent comme question. Encore pas plus tard que l'autre jour, une dame est venue acheter mon livre et elle m'a dit voilà, mon conjoint a quitté sa femme, donc il l'a trompé avec moi. En fait, maintenant je stresse parce que je me dis que quelqu'un qui a trompé une fois, il trompera à nouveau. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on entend tout le temps. Et moi, ce que je lui ai répondu, c'est que elle me dit oui parce qu'on ne change pas les gens. Et je dis non, on change pas les gens, mais par contre, ici on parle de comportement et on peut aller voir pourquoi ça s'est produit la première fois et voilà, identifier ce qui avait besoin d'être nourri, pourquoi on en était là, on peut aller voir ça, et changer notre façon de fonctionner. Donc ça c'est ma vision et en tout cas là à l'heure actuelle où j'en suis, c'est que je me dis dans le passé, je pensais pas que ça pouvait m'arriver. J'étais complètement dans un style stéréotype du couple princesse, prince, et ils vécurent heureux pour toujours. Je pensais pas que ça pouvait arriver quand on aimait quelqu'un. Et donc maintenant que j'ai tout déconstruit, en fait, je suis au courant qu'on peut ressentir du désir des fois pour des personnes et qu'en fait, c'est OK, c'est normal et que c'est pas pour ça. Et là, on va parler en mode, ça dépend de ta conception du couple et de comment tu le vis. Mais c'est pas obligé de franchir le pas. Tu peux juste être OK avec le fait que tu as du désir et ça fait pas, ça ne fait pas de nous une mauvaise femme, je ne sais pas quoi. Et je pense que ça, c'est un truc super important dont on peut prendre conscience, que c'est pas mal de ressentir du désir. Voilà, un peu détricoter les vieilles générations où c'était on se marie et on reste ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. On ne vit plus dans un schéma pareil. Et puis, il y en a qui choisissent de le vivre, qui le vivent bien, mais c'est pas pour ça que tout le monde doit le vivre. On n'est plus dans un sitcom américain où les parents ont 7 enfants, tout va bien, tout est magique. On vit d'autres choses aussi en 2026. Oui, et je reçois des messages de personnes qui me disent merci d'en avoir parlé. Moi, avec mon compagnon, ma compagne, on réfléchit à comment faire couple peut-être autrement. Parce que ça, c'est aussi quelque chose que je trouvais important à dire. Moi, je me suis remise, en question, mes comportements. J'ai réfléchi à dans quel système, en fait, je m'intègre et qu'est-ce qui a fait de moi ce que je suis. Mais il y a aussi des personnes qui décident de remettre en question le cadre et de dire, en fait, voilà, le couple exclusif, c'est peut-être ça qui fonctionne pas pour moi. C'est ça, ouais. Et d'où découlent ces podcasts, c'est tout justement, toutes ces constats, ces prises de conscience, parce que c'est vrai qu'on peut te retrouver avec une série de podcasts. C'est la continuité de ce projet et de ce bouquin, je le rappelle, l'autre. Oui, voilà, je voulais proposer un espace où on peut s'inspirer au-delà du livre sur cette thématique et partager tout un tas d'histoires différentes de femmes qui ont vécu l'infidélité. Et chaque épisode retrace le parcours d'une femme qui l'a vécu, mais à chaque fois c'est différent, quoi. Il y a des personnes qui se remettent en question elles, d'autres qui remettent en question le concept de couple comment on dit, exclusif, voilà. D'autres qui restent avec leurs compagnons, d'autres qui ne restent pas avec. Enfin voilà, je voulais vraiment tout proposer et en fait, ce qui se passe, c'est que les personnes me contactent pour pouvoir juste parler de leur situation. L'autre fois, j'ai une personne qui a réservé une séance sur mon site de coaching juste pour me dire, en fait, il s'est passé ça dans ma vie, ça fait 16 ans et j'arrête pas d'y penser. Wow, et en fait, elle faisait des thérapies et tout, mais elle dit, j'ai jamais trouvé l'endroit, l'espace où je sais que je vais pas me faire juger si j'en parle. Ouais. Oh là là, 16 ans à porter ça, c'est dingue ça. Oh là là. Et où peut-on retrouver tous ces podcasts justement ? Le podcast, donc, il est accessible via mon Instagram, là, dans la petite le lien en bio, et quand on clique, on a accès aux épisodes. Et puis sinon, c'est sur Spotify et ça s'appelle L'Incartade. L'Incartade, l'autre. Vous avez du pain sur la planche, vous, et une thématique vraiment, vous l'entendez, qui se nourrit, les témoignages, c'est super, super important, je trouve, de mettre la parole des hommes, des femmes en avant au travers donc des podcasts et de ce super bouquin. L'autre, Céline Vantiglio, toujours à mes côtés. On fait une pause musicale. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai choisi des petits titres qui portent le bon love. J'avais envie, je sais pas si c'est la Saint-Valentin qui approche ou pas. Peu importe, vous savez, sur Equinox FM, on n'est pas contraire. Voici Fall in Love with Your Life. C'est déjà pas mal d'aimer sa vie. Je pense que c'est un bon leitmotiv aussi, ça. Voici Cops. On se retrouve d'ici 3 petites minutes. Ne bougez pas.
Fall in love with your life. Et c'est vrai que remettre du sens, en général, se poser, prendre conscience de ce qu'on vit en couple, de ce qu'on vit au travail, c'est toujours très important. On n'a qu'une vie, jusqu'à preuve du contraire. Donc, autant... Et c'est vrai que dans les coachings, on aura juste le temps de les filocher. Tu travailles aussi avec des personnes hors cadre infidélité. Tu accompagnes vraiment tout un chacun dans une reprise de sens alors? Oui, c'est ça. À la base, moi, je me suis vraiment spécialisée dans le domaine du travail. Ouais. Donc, j'ai développé un parcours d'orientation professionnelle. Mais au final, on revient toujours à soi d'abord. Donc, ce qu'on fait, c'est réfléchir à nos valeurs, nos besoins, tout ce qui a fait qu'on est coincé dans un rôle. C'est ça. Pour retrouver du sens, en fait, pour reconstruire quelque chose qui nous ressemble vraiment. Céline Vantiglio et son livre L'autre à dévorer prochainement. Un anniversaire, une fête, je sais pas, mais c'est quoi la prochaine fête? La Saint-Valentin. Tiens, je l'oublie déjà. Ça, c'est pas mal comme bouquin. Après, la personne qui va la recevoir va se dire, y a-t-il un message caché? N'empêche, c'est une super lecture, donc ne vous privez pas. Alors, surprenant, dans ce bouquin, ce sont les descriptions très détaillées, très crues également, des élans sexuels entre Juliette et Alexis. Alors, j'ai lu que certaines lectrices comparaient vraiment ton bouquin à 50 Shades of Grey, donc 50 nuances de Grey. Comment tu prends ce compliment? Moi, très très bien. Hein. Oui, certaines disent c'est le 50 Shades nouvelle génération version féministe. Moi, c'était absolument essentiel cet aspect-là du livre parce que je voulais parler de sexe d'un point de vue de femme. Ouais. C'était vraiment aussi un engagement que j'avais par rapport à ce livre et un des points qui me faisait peur aussi par rapport au jugement. C'est surtout de mes proches, hein. Mais c'était pour moi, c'était fondamental. C'était même, je veux dire, à la base, c'était même peut-être la partie la plus importante que je voulais véhiculer à travers le livre. Et est-ce que c'est facile de décrire, encore une fois, de penser à qu'est-ce que les gens vont penser d'eux? Est-ce que tu as réussi à te lâcher dans ces moments qui étaient très importants pour toi? Je pense que j'ai réussi à me lâcher. Ça c'est sûr. Est-ce que c'est facile? J'ai beaucoup de retours qui me disent waouh, c'était vraiment bien écrit ces passages-là. C'était pas facile dans le sens où je voulais que ce soit, comme tu l'as dit, vraiment décrit de manière crue, entre guillemets, donc vraiment factuelle. C'est ça. Je voulais qu'il y ait quand même toute la passion, tout le ressenti, tous les doutes. Et en même temps, il y a le côté chorégraphie et je voulais pas me mettre dans une case de mais qu'est-ce qu'on va penser si la protagoniste aime telle ou telle pratique. En fait, je voulais tout quoi. Je voulais une fille lambda qui découvre son désir à travers la réalité de ce qu'on vit en tant que femme. Et voilà, je voulais que ce soit le plus prenant possible. Et j'ai été aussi aidée par les critiques de toutes les personnes qui l'ont relu en disant tel passage c'est vraiment bien. Donc là, je savais que c'était un endroit où il y avait quelque chose qui vibrait vraiment. Tel endroit, par contre, j'ai déconnecté, etc. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est construit. Mais on n'imagine pas en fait tout le travail qu'il y a autour de ces passages. Ouais, c'est dingue. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment un livre immersif. Vous allez avoir chaud, froid, toutes les émotions vont traverser votre corps parce que c'est vraiment c'est vif. On ressent en fait ton bouquin. Moi, je trouve. C'est pas une lecture où on va être un peu spectateur lointain comme on peut l'avoir. On est dedans. Ça, je le redirai jusqu'à la fin de l'interview. Mais on vit au travers de Juliette, de ses expériences. On se pose nous-mêmes des questions. Je trouve qu'il est très interpellant et très intelligent de ce sens-là. C'est qu'il laisse pas de marbre. Et donc, on a aussi cette envie de se questionner, de se poser les bonnes questions, une introspection par rapport à sa propre vie, quoi. Et ça, c'est génial avec un bouquin, je trouve. Mais en fait, c'est vraiment ce que je voulais. Je voulais que ce soit même, tu vois, un peu comme thérapeutique, ce livre. Je voulais que ce soit un peu comme une pilule que tu prends et il y a un avant et un après, que ce soit vraiment un miroir pour toutes les personnes qui le lisent, de se retrouver dans certains aspects et tout, et que, oui, ça fasse vraiment corps. Et alors, 50 Shades of Grey a été mis au cinéma. On se souvient de ce couple célèbre. Il y a eu 3 films, je pense, en tout. Si un jour, l'autre venait à voir le jour sur les écrans, que ce soit en série, on en parlait à Orantène tout à l'heure, ou au cinéma, tu verrais qui dans le rôle phare, dans le rôle de Juliette? Dans le rôle de Juliette, franchement, j'y ai jamais pensé, je me suis pas posé cette question, mais par contre, beaucoup de personnes me demandent s'il va être adapté en série.
c'est vrai. C'est très cinématographique aussi. Mais dans- tu vois, dans si l'écriture. j'étais encore adolescente, évidemment, j'aurais voulu Anne Hathaway, quoi. Elle reste dans des rôles très très jeunes. Ah ouais, alors ce serait pas mal. Bah, tu vois, ça. si c'était Ouais. la Anne Hathaway de quand j'avais 16 ans, Ouais. parce que maintenant elle est plus dans l'âge du personnage. Il faudrait faire une version où le personnage a. Ouais, mais ouais, si. Oh, franchement, si. Elle irait bien là-dedans. Bah oui, Ah, c'est pas voilà, mal. je l'adore. Et dans le rôle d'Alexis. Et dans le rôle d'Alexis, d'office, j'ai envie de dire, mais ça c'est encore une fois avec mes références de quand j'avais 16 ans, mais si j'avais 16 ans, ce serait le Pio Marmaille de mes 16 ans, quoi. Ah ouais, pas mal. Et je sais que ça vous pique la curiosité, vous qui êtes à l'antenne, en train de, qui êtes de l'autre côté de l'antenne, pardon, à écouter. Non, n'oubliez pas l'autre de Céline Vantiglio. On donnera tous les détails sur comment obtenir votre livre à la maison et pouvoir vous plonger avec un petit plaid, un petit thé dans cet univers absolument phénoménal, une écriture vraiment qui laisse sa trace, ça c'est vrai. Alors une autre surprise, c'est la fin. Alors je ne vais pas dévoiler la fin, ce serait un petit peu dommage, mais je serais curieuse de savoir, Juliette, s'il y avait eu la suite, comme je te l'ai dit en antenne, elle prendrait un aller simple pour quel pays? Ah. Mhm. J'ai peur de trop en dire et de dévoiler trop. Non, oh, c'est parce qu'il va y avoir une suite. Ah non, peut-être. Bah, on me la réclame. D'accord, je ne dis rien. Alors, Mais j'aurais peur de dire un truc qui va trop révéler la. Ah, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, je ne savais pas. Bah, justement, alors. Mais si je peux dire une destination, Oui, vas-y. je dirais l'Espagne ou l'Italie. Hein. Ça me convient. Mais je ne dirai pas pourquoi. Voilà. C'est ça. Donc, l'actualité. Donc, on a parlé des podcasts, ton rôle de coach également, ton actu. Donc, on te réclame un prochain bouquin et c'est totalement légitime parce qu'on a envie soit de rester dans une thématique ou la continuité de la vie de Juliette parce qu'elle est trépidante, elle est exaltante. On a envie de savoir comment elle s'épanouit, comment elle évolue dans sa vie. Mais toi, si tu avais vraiment à choisir là, maintenant, tout de suite, tu continuerais dans la vie de Juliette ou tu partirais vers une autre thématique totalement différente? Ben, ça a été une de mes idées au départ, de me dire vas-y, je vais écrire la suite, etc. Mais là, ce qui m'anime plutôt, c'est une histoire plus engagée, encore plus engagée pour les femmes. Et donc où on aurait plusieurs protagonistes féminines et que ce serait un roman avec plusieurs points de vue comme ça, j'ai en tête aussi un autre projet un peu plus magique, un peu plus un mythe, encore un roman finalement initiatique, Oui. avec un aspect magique. Donc a priori, mais ça pour le moment je me laisse le temps parce que c'est. Oui, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Voilà, et puis il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Et les vidéos à voir également sur les réseaux. Donc laissez-vous porter un peu par l'univers de Céline. Donc voilà, je laisse affuser un peu toutes mes aspirations pour le moment et on verra. Mais ça m'a pris au final quand même 3 ans ce projet. Donc je me mets pas de pression et je laisse venir la suite. Mais mon rêve, ce serait d'en écrire un autre. Et qu'est-ce que tu vas retenir spécifiquement de cette aventure, l'autre? Qu'est-ce qui va quand tu te retourneras d'ici 10-15 ans et que tu repenseras à ce bouquin-là, en espérant, croisons les doigts qu'il y en ait plein d'autres d'ici là, tu y penseras comment? En fait, je me suis fait un cadeau parce que je me suis offert mon rêve. Et je me dirais, ça valait le coup. Ah, vous ne la voyez pas, mais elle a le sourire sur les lèvres, c'est beau à voir. L'autre de Céline Vantiglio, où peut-on acheter son exemplaire, Céline? Alors, le livre est disponible dans toutes vos librairies préférées de Liège. Il est aussi disponible sur mon site, Céline Vantiglio avec THIGLIO, donc célinevantiglio.com et donc la boutique en ligne. Nickel, on te suit sur Facebook, Instagram, la chaîne YouTube, Spotify également par rapport au podcast. Y a-t-il un autre biais par où te suivre? Pour le moment, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal, parce qu'il faut les alimenter et tout. Ça. Oui, c'est ça. Et franchement, moi, j'adore qu'on vienne me parler directement. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Je réponds. Franchement, c'est super sympa d'échanger. Et si des personnes veulent témoigner de leur expérience, je recherche encore des témoignages pour le podcast. Ah,
hey, le message est passé. Et dernière petite demande, et voilà qu'elle vient de passer comme un flash devant mes yeux et que je l'ai oublié. Est-ce que tu vas être dans un salon du livre prochainement ou pourra-t-on te rencontrer en physique prochainement ? Bah oui, alors j'aimerais organiser aussi des rencontres autour de la thématique du livre. Je serai au salon des auteurs de Liège en mai. Okay. Alors, j'ai pas les dates exactes sous les yeux. Et aussi, et peut-être, voilà, c'est à confirmer. Peut-être que je serai aussi à Mons prochainement, à confirmer. À voir sur les réseaux et se tenir au courant. Voilà, tout sera bien sûr communiqué sur les réseaux. Encore une fois, suivez Céline sur les réseaux, achetez le bouquin et puis envoyez votre petite appréciation de votre lecture, comment vous vous êtes senti. Ça fait toujours du bien d'avoir les échos des gens. Et puis voilà, suivez l'auteur et on espère avoir de tes nouvelles d'ici un moment. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était trop sympa, j'avais vraiment hâte d'être là. Moi aussi, et merci pour cette écriture à relire et à partager aussi. N'hésitez pas, si vous l'avez lu, c'est bien aussi d'ouvrir les possibles et de dire à votre entourage, ça c'est une lecture super, et de suivre cet auteur qui est Céline. Merci Céline. Merci beaucoup. Et merci à vous qui étiez à l'écoute. N'oubliez pas, cette émission est en rediffusion dimanche de 11h à midi. Elle sera également réécoutable sur la page SoundCloud d'Equinox FM. C'est là où vous retrouvez toutes les émissions avec tous les artistes, tous les intervenants, tous les artisans, tous les invités d'Equinox FM. Donc n'hésitez vraiment pas à nous suivre sur les réseaux et à suivre bien entendu toutes les personnes qui font l'actualité de notre belle cité ardente. On se quitte ici avec Montjoie, In the Middle, en duo avec l'américaine très très vibrante aussi, Gigi Perez. Musicalement, vous allez voir, c'est une petite perle. Je vous souhaite un très très bon appétit. Et puis on se donne rendez-vous à 12h30 pour les infos. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao, ciao.